Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de présentation du cours d'intégration destiné au L3 de mathématiques. Alors je me présente déjà, Jean-François Culus, maître de conférence en maths et mathématiques, et moi je suis à l'INSPE pour l'instant de Martinique. Voilà, et donc vous ne me connaissez pas forcément, mais c'est pas très grave. Alors, le plan de cette présentation. Donc déjà le format du cours dans son ensemble, on va voir un peu les modalités. L'évaluation de cela, alors il y a un S parce qu'il y a plusieurs évaluations, vous allez voir. Les notions quand même liées à ce cours et puis la problématique générale pour que vous compreniez comment on va avancer. Quelques références bibliographiques commentées et puis ce cours dans votre cursus de mathématiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'il se positionne selon les choix que vous allez faire ensuite dans vos études. Alors, le format du cours dans son ensemble. Bon, bah, comme vous l'a pas échappé, pour l'instant, on est en distanciel. Alors, le distanciel, ça m'a appris quelque chose quand même de pas mal, et j'aime bien le distanciel asynchrone, parce que ça vous permet de voir, revoir, re-revoir plein de fois les choses. Donc, je trouve que ça, c'est pas mal, et que même quand on sera totalement en présentiel, il y a une partie qui peut être plus intéressante de faire euh, en distanciel asynchrone, et donc ça, c'est toutes les parties cours. Donc c'est assez sec, c'est-à-dire les définitions, les propriétés, les théorèmes. Mais ça, c'est bien si jamais vous pouvez les voir avant le cours, d'accord? Voilà, c'est un peu babette si je fais la définition, que vous copiez bêtement, etc. Il n'y a pas beaucoup d'interactivité. Là, le distanciel asynchrone, c'est le mieux. Donc pour tout ce qui est, comme vous voyez, définition, propriété, théorème. Donc à chaque fois, j'essaierai de faire des séances assez courtes parce que comme c'est du cours magistral, hein, je vais vous asséner les définitions, etc. Je préfère le réduire à 20 minutes quitte à ce qu'un chapitre il soit découpé en plein de 20 minutes, d'accord, s'il y a beaucoup de choses à faire, mais qu'une vidéo, vous n'ayez pas la soirée bloquée pour regarder la vidéo, quoi. 20 minutes, ça me semble pas mal pour le temps de concentration, et puis dans la vie courante, ça me semble pas mal. Après, il y a les démonstrations, et puis les exemples simples, les illustrations, etc. Donc ça, ce serait bien de le faire en synchrone, d'accord. C'est-à-dire, bah, on est tous présents devant l'ordinateur, et puis on va tous faire ça au même moment. Que ce soit en présentiel ou en distanciel, hein, c'est pas grave. Mais voilà, mais les démonstrations, ça serait bien de les faire en synchrone parce que c'est long. Et puis il faut voir vraiment, voilà, j'ai besoin d'une interaction avec vous. Comme ça, vous pouvez me poser des questions. On explore un petit peu les notions qui ont été que vous avez vues précédemment. Voilà, et je pense que ça, ce sera beaucoup plus efficace, si vous voulez, de séparer les deux choses. Donc je préfère mettre des propriétés des théorèmes, vous les expliquer rapidement là-dessus, et après revenir avec les démonstrations, la rigueur, etc. Voilà. Après, bien, il y a les parties TD. Alors, il y a des exercices simples, etc., les applications directes du cours. Là, honnêtement, pourquoi ne pas le faire en distanciel asynchrone? Comme ça, vous le voyez, vous êtes sûr d'avoir bien compris, c'est vraiment le B à bas, les techniques vraiment de base, là où il y a juste à appliquer, quoi. Voilà, comme ça, vous les voyez ou revoyez. Bon, c'est pas forcément très intéressant d'être en synchrone là-dessus, d'accord? Donc c'est un peu comme ça, où l'insynchrone, je pense, nous fera gagner du temps. Comme ça, les exercices qui sont plus élaborés, où il y a deux, trois techniques à mettre en œuvre, où vous allez me demander, mais attendez, pourquoi dans tel cours on a vu telle méthode, pourquoi là ça marche pas, où justement on revoit les méthodes aussi, où on travaille un peu sur la rédaction, euh, où aussi on voit les choses autour de ces notions-là, hein, d'accord. Ça c'est bien d'être vraiment en synchrone, d'accord, donc présentiel ou distanciel selon ce qui nous est permis de faire. Et puis enfin, il y a des problèmes avancés, c'est-à-dire des choses qui vont vraiment plus loin ou plus difficiles, d'accord, où là, de toute façon, c'est pas vraiment bien de le faire en TD synchrone, présentiel par exemple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens forcément qui vont être intéressés par ça, il n'y a que ceux qui vont aller plus loin, qui vont être intéressés. Donc ça, c'est bien de le faire chez vous, sur feuille, d'avoir le temps de la réflexion. Donc pour produire, mais aussi peut-être pour corriger, peut-être aussi sur feuille. Il y a une grande différence hein, entre l'oral et l'écrit, je trouve, en mathématiques. Parce que l'oral, c'est dynamique, je vous entraîne, il y a un rythme, si vous voulez. Vous voyez, les parties qui sont difficiles, je vais prendre plus de temps pour les explications, les parties qui sont faciles, je vais y aller direct.
Alors que sur feuille, tout est à la même vitesse, enfin, d'accord, tout est couché sur le papier, et c'est vous qui ressentez, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est pas difficile, etc. Parfois, il y a des explications que vous pensez être simples, en fait, c'est super compliqué, etc. Donc voilà, donc là, c'est bien d'avoir vraiment du temps de réflexion personnelle, d'accord, pour que vous puissiez avancer à votre rythme. Voilà, les évaluations du cours. Alors donc, on est passé sur un nouveau format à l'Université des Antilles, qui est donc contrôle continu intégral, avec le droit à une seconde chance. Alors normalement c'est pas seconde chance, c'est plutôt épreuve de rattrapage, mais bref. Donc a priori on va faire on va faire 4 CC, pardon, et je retiendrai les 3 meilleures notes, d'accord, pour établir la note finale avec le même coefficient, un tiers, un tiers, un tiers, d'accord. Voilà. Comme ça, donc, il y aura un CC qui sera compté comme la seconde chance ou l'épreuve de rattrapage, d'accord. Si vous, avec vos 3 premiers CC, vous êtes déjà très haut, bah, au quatrième, vous rendez feuille blanche, c'est pas grave. Comme ça, bah, vos 3 premières notes comptent, etc. Voilà, et puis le format des CC, qu'est-ce que ça peut être? Alors, bah, ça peut être des devoirs sur table, présentiels, ou pas, hein, d'accord, mais en synchrone, quoi, c'est-à-dire tous en même temps. Voilà, 1 heure, c'est... Enfin, en mathématiques, on aime bien avoir du temps hein, pour rentrer dans le problème, etc. Maintenant, bah, ça sera peut-être plus ciblé sur des parties et moins sur la totalité du cours, d'accord, comme on faisait avant hein, avec le contrôle terminal, où là, on pouvait prendre 2 heures pour revoir la totalité du cours. Bon, là, si ce sont sur des parties plus concises, hein, si le cours il est séparé en 3-4 parties, et ben voilà, ça va plutôt faire du 1 heure. Ça pourra éventuellement être de l'oral synchrone, c'est pas mal aussi pour voir un petit peu comment vous réagissez aux problèmes qui vous sont posés sur le moment, où je peux vous aider. Donc voilà, on est face à face sur la caméra en 1-1, hein, pas tout le monde. Ça pourrait être du QCM asynchrone, c'est-à-dire, bon, il faut que je vois si je mets sur Moodle plein de questions, et puis que vous y répondiez. Alors, attention, les QCM, parfois, enfin, en fait, dans les concours de maths, il y a des concours, ENAC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'aviation civile, où tout est fait par QCM, et les questions ne sont pas du tout simples, hein. C'est-à-dire que pour répondre à la question, bah, il faut que vous travailliez à côté, faut que vous, par exemple, euh, que vous calculiez, etc., d'accord, pour trouver la réponse. Bon, on verra si ça s'y prête ici. Euh, voilà, ça peut être intéressant, hein, donc comme ça vous le passez un petit peu quand vous voulez. Vous pouvez peut-être même... bon, on verra. Et puis ça peut être aussi un dossier que vous me rendez, donc c'est en asynchrone, où vous travaillez sur un problème ou quelque chose comme ça. Vous voyez, là j'avais dit ici, d'accord, qu'il y avait des problèmes avancés, etc. Donc là, ça pourrait très bien être ça dans ce sens-là, d'accord. Voilà, les notions liées à ce cours. Alors, on va rentrer un petit peu plus en mathématiques, et on va donc parler de l'intégrale de Lebesgue. Déjà l'intégrale, vous connaissez quelque chose, vous connaissez l'intégrale de Riemann, alors pourquoi ça ne nous convient pas? Pourquoi est-ce qu'on veut passer à une autre intégrale? Donc il y a plusieurs procédés d'intégration. Alors ici, je vais seulement parler des fonctions intégrables sur un intervalle fermé, c'est pas très important. Par contre, il faut qu'il soit borné, c'est-à-dire je ne considère pas les intégrales généralisées avec plus l'infini, ou les intégrales généralisées, enfin bref, je veux juste des AB, d'accord, sur 0,1, sur 5,7, etc. Ok. Voilà, alors le problème qui se pose au niveau de Riemann, bon, il y en a plein, ça répond pas à tout, hein, et Lebesgue va répondre à certaines parties, mais pas à d'autres. Euh, le problème, il y en a deux majeurs, si vous voulez. Quand on regarde, donc déjà, quelles sont les fonctions Riemann intégrables? Ça, c'est pas très très clair. Et quelle est la structure de l'ensemble des fonctions Riemann intégrables? Ça non plus, c'est pas très clair. Par exemple, vous voyez, quand on prend des fonctions Riemann intégrables, si je prends une suite de fonctions, pardon, Riemann intégrables, qui convergent avec une limite simple, d'accord? Eh bien, la limite simple n'est pas forcément Riemann intégrable. Alors, ça, c'est un premier problème. Et le second problème qu'on peut relever, c'est que même si la fonction limite est Riemann intégrable, eh ben, l'intégrale des fonctions ne passe pas à la limite de l'intégrale de la limite. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si jamais j'essaye de vous expliquer ça, alors j'ai pas fait d'exemple très cadré là-dessus, mais vous allez voir. Ok, donc la limite
limite simple n'est pas nécessairement Riemann intégrable, ça je pense que vous connaissez déjà. C'est surtout sur la deuxième partie. Par exemple, considérez donc une suite de fonctions, donc on va prendre sur 0, 1, ok. On va dire quoi? On va dire que ce sont juste des fonctions avec un triangle comme ça, tac, tac, vous voyez. Donc voilà, et l'aire du triangle va toujours être 1. Ok, donc la première, bah, ça va être comme ça, donc entre 0 et 1, paf, ici, d'accord. Puis la deuxième, ça va être entre 0 et 1,5, elle va faire comme ça, et puis après, elle va être nulle. Et puis la troisième, entre truc et 1 sur 2 au carré, par exemple, hein, d'accord. Donc hop, un triangle comme ça, et puis ça s'annule, enfin, c'est nul ici, etc. Ok. Alors, comme à chaque fois je prends des triangles, donc à chaque fois le sommet, la pointe du triangle elle va être de plus en plus haute, hein, mais l'aire du triangle à chaque fois il va être 1, vous êtes d'accord que donc, toutes ces fonctions déjà sont Riemann intégrables, et l'intégrale de Riemann sur 0, 1, donc sont des fonctions tout à fait intégrables, et donc l'aire vaut 1, puisque c'est l'aire du triangle, d'accord. Simplement, quelle est la limite de ces fonctions? Eh ben, la limite simple de ces fonctions, c'est la fonction nulle. Pourquoi? Parce que la limite simple de la fonction, quel que soit epsilon sur 0,1, pof, je prends ici, bah, il y a un moment où je vais avoir un triangle qui va terminer donc avant ce epsilon-là, d'accord? Puis après, ça va être 0, et tous les triangles après, toutes les fonctions de rang n supérieur, vont elles aussi être nulles en cet epsilon-là, d'accord? Donc elles convergent vers une fonction qui est la fonction nulle, en fait sur 0, 1 ouvert, d'accord? Parce qu'en 0, effectivement, ça va vers l'infini, la pointe du triangle. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a créé une suite de fonctions Riemann intégrables, donc on va prendre l'ouvert 0, 1. Donc, toutes les intégrales sont égales à 1, et la limite de ces fonctions, c'est la fonction nulle, dont l'intégrale, bah, ça vaut 0. D'accord? Donc vous voyez que c'est bizarre, c'est que même lorsque la limite de ces fonctions existe et est Riemann intégrable, hein, l'intégrale des Fn ne tend pas vers l'intégrale de la limite des Fn. Ok. Voilà, donc on a plusieurs problèmes comme ça. Alors vous connaissez les conditions, convergence uniforme, etc., pour que ça marche un petit peu mieux. Mais voilà, alors on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour voir un petit peu qu'est-ce que Lebesgue va nous apporter par rapport à Riemann. Alors donc, je reprends l'approche graphique de l'intégrale, hein, d'accord, où on a une fonction, et l'intégrale de a à x0 ici, bah, c'est l'aire sous la courbe, grosso modo. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, Riemann, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, il nous dit, bah, on va découper l'intervalle AB, sur l'intervalle d'intégration, on va le découper en segments, ici. Alors là, ici, ce sont les sommes de Darboux, qui sont donc le pas est le même pour toutes, d'accord? Mais on n'est pas obligé d'avoir le même pas, hein, mais c'est pas grave. On va prendre cet exemple-là. Ok, et donc on va encadrer comme ça la fonction en prenant l'inf et le sup. Donc ça veut dire que il faut pouvoir calculer l'inf et le sup, hein, d'accord? Pas n'importe quelle fonction, on peut calculer le inf et le sup sur ces intervalles-là. Et puis donc on va avoir comme ça un encadrement de l'aire sous la courbe, avec ici la somme de Darboux en gris qui est la borne inf, et puis celle en blanc qui est la borne sup. Ok. Voilà. Et donc, Riemann nous fait un truc comme quoi les deux limites de suite lorsque lorsque n tend vers l'infini, n c'est donc évidemment le nombre de fois que vous avez segmenté AB, tend vers la même limite, et cette limite, c'est ce qu'on appelle l'intégrale de la fonction f sur AB. Ok. Mais donc, il faut pouvoir calculer ces inf et ces sup, hein, d'accord. Voilà. Et puis on a aussi la relation de Schall, qui est un petit peu particulière. Parce que donc si je prends la fonction, on dit très bien, vous savez bien, si par exemple ce point-là, alors cette fonction est Riemann intégrable, je prends un point, je l'envoie ailleurs, hein, en 8, en 10, peu importe, ça ne change pas la valeur de l'aire sous la courbe, puisque entre A et ce point, je vais faire la relation de Schall de A à x0 et de x0 à B, d'accord, et puis sur les bornes, ça ne compte pas. Mais donc on peut le faire ça pour 1 point, 2 points, 5 points, 10 points, mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'en fais une infinité? Et puis il y a plusieurs types d'infinités. Il y a l'infinité dénombrable, par exemple n, q, qui a d'autres propriétés, mais c'est aussi dénombrable. Et puis il y a des infinités non dénombrables, donc par exemple r. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe lorsque j'envoie un nombre infini de points différents avec Riemann? Alors Riemann, on va se calmer, on va faire juste un nombre fini de points, ça va marcher, mais un nombre infini, on ne peut pas.
Donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec Lebesgue. Alors, maintenant l'approche de Lebesgue, eh ben, elle est exactement inverse. La méthode de Riemann, donc alors j'ai pris toutes ces diapos, hein, ces images sur Google, hein, je me suis pas trop fatigué là, je veux juste vous faire une présentation classique, enfin rapide quoi. Donc l'intégrale de Riemann, on a dit, on découpe l'intervalle, les abscisses, donc l'intervalle de départ en, on va dire avec Darboux en un certain nombre n d'intervalles donc de même longueur, ça y est, j'y arrive. Hein. Et Lebesgue, pardon, on va faire exactement l'inverse, c'est-à-dire on ne va pas découper l'intervalle de départ, mais l'intervalle d'arrivée, donc les images, on va le découper en n, ici donc intervalles de même longueur, ok. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on faisait ici? On s'intéressait à quel est le minimum de la fonction, quel est le maximum de la fonction. Et ici, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser à, par exemple, si je prends cette ligne-là, quels sont les x pour lesquels f de x est au-dessus de cette fonction, et quels sont les x pour lesquels la fonction est au-dessous, de cette valeur. Ok? D'accord? Donc, les x, pour lesquels la fonction est au-dessous de ça, d'accord? Donc c'est ici, paf, et puis à partir de là, jusque là, d'accord? Donc ça va être ces x-là, ok? Donc là, ce que vous voyez en gras, ce sont les x pour lesquels la fonction est inférieure à ce niveau ici, ok? Voilà. Et alors ça, Lebesgue, ça va tout changer en fait, cette façon de découper, donc c'est complètement différent. Alors, on va voir un autre exemple. Alors, en fait, vous voyez là, la première, c'est... Alors là, la fonction est très simple, hein, d'accord? Mais donc la première, c'est donc l'intégrale de Riemann, et donc l'encadrement. Et la seconde, ça va être celle de Lebesgue. Et vous voyez que, en fait, on peut se contenter d'avoir juste les valeurs où la fonction, où je suis en dessous de la fonction, d'accord? Et puis je vais simplement faire, quand je vais faire tendre mon n, donc le nombre de découpage de l'axe des ordonnées, d'accord, vers l'infini, ça va se rapprocher de plus en plus. Et, le truc qui est super, c'est que ça va se rapprocher par valeur croissante, d'accord? Ce qui n'est pas le cas ici, parce que j'ai un double encadrement, en fait, d'accord? Et donc j'ai besoin de ce double encadrement, et là je vais avoir simplement une suite qui va croître vers l'intégrale, d'accord? Donc ça c'est ce qui m'intéresse, enfin c'est une propriété dans l'intégrale de Lebesgue, qu'on verra un petit peu après, Fatou. Hop, ensuite, eh bien, donc ça pose de nouveaux paradigmes. Alors, on a repris ici, donc toutes les images viennent de Google, hein, je ne sais pas qui est l'auteur, je le remercie, je les remercie. Alors ici, donc, c'est donc l'intégrale de Riemann, le découpage de Darboux, c'est-à-dire avec les mêmes intervalles, enfin les intervalles de même longueur ici. Ok, et donc ça, c'est ce qu'on appelle des fonctions en escalier. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une fonction en escalier entre A et B? Je découpe AB en un certain nombre d'intervalles, alors ici, pour Darboux, de même longueur, hein, n intervalles de même longueur, et donc, à chacun de ces intervalles, j'associe une valeur, et la fonction est constante sur cet intervalle et prend cette valeur, d'accord? Donc tac, 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 et ainsi de suite, ok? Donc entre sigma 0 et sigma 1, elle vaut 1, entre sigma 1 et sigma 2, elle vaut 1,2, entre sigma 2 et sigma 3, elle vaut 1,5, et ainsi de suite, ok? Maintenant là, complètement différent, l'intégrale de Lebesgue, donc le découpage se fait ici, et alors je vais me demander, pour quelles x est-ce que pour quelle valeur de x, est-ce que la fonction est en dessous de cette ligne-là, d'accord? Et donc je vais voir que elle est partout. Okay, pour quels x, est-ce que la fonction est en dessous de cette valeur-là? Ok, donc je vais récupérer, hop, cet ensemble-là et cet ensemble-là, d'accord? Ok, et ainsi de suite. Donc si jamais je prends par exemple en dessous de cette valeur-là, vous voyez que j'ai ce petit segment ici, union ce petit segment ici, union ce petit segment ici, union ce petit segment ici. Enfin, l'un de ceux-là. Ok? Donc, en fait, ce qui va m'intéresser, ça va être les fonctions qui vont être étagées, qui n'ont rien à voir avec les fonctions en escalier, où je vais avoir donc une valeur, que je vais donner une valeur ici, d'accord? Et puis, la fonction étagée, elle va me dire,
tu vaux cette valeur-là sur cet ensemble-là, sur ces ensembles ici. D'accord? Donc c'est une indicatrice fois cette valeur-là. Donc c'est l'indicatrice de l'ensemble ici, cet intervalle-là, union cet intervalle-là, union cet intervalle-là, union cet intervalle-là. Okay, et puis 0 ailleurs. Bon, après on s'arrangera pour mettre ça bien, redécouper bien pour arriver à ce dessin-là. Ok? Voilà, et donc ça va nous permettre d'avoir plein de propriétés. Par exemple, si maintenant je prends un point, d'accord, et que je l'envoie vers l'infini, bah, enfin vers l'infini, vers 17, vers 20, etc. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Le même truc que Chal, mais simplement, bah, je vais découper mon intervalle ici, et puis juste à côté, vous êtes d'accord? Je vais juste éliminer un point de cet intervalle-là. Bon, bah, alors, au lieu d'avoir l'indicatrice de cet intervalle ici, j'aurai l'indicatrice de cet intervalle-là, union cet intervalle-là, d'accord, en excluant le x0 que j'ai envoyé pour une autre valeur. F de x0, d'accord, je l'ai mis à 17. Ok, mais ça ne changera pas grand-chose. J'aurai deux intervalles avec ouverts en x0. Voilà, mais la longueur des intervalles ici, elle va être la même en fait que celui-là. Et là, par contre, je peux le faire pour un nombre infini de points. Alors, infini, on va voir lequel, des infinis. Mais voilà, ça va quand même changer beaucoup de choses. Voilà, donc on va parler des fonctions étagées qui ne sont surtout pas à confondre avec les fonctions en escalier. Alors, on va voir fonction étagée. Quand je regarde Wikipédia, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, une fonction simple, c'est une fonction numérique dont l'image est constituée d'un nombre fini de valeurs réelles. Bon, on va rester dans le réel, hein, nous. Ok? Donc, tout ce que vous voyez là, c'est un réel. Enfin, tout ce que vous voyez, c'est-à-dire le bleu et le rouge, hein, d'accord? Pas les fonctions en noir, bien sûr. Pourquoi? Parce que ici, il y a un nombre fini de valeurs, hein, elle prend un nombre fini de valeurs, elle prend cette valeur-là, bon, on va dire 1, 1,2, 1,5, 1,7, etc. Et là, pareil, 1, 1,3, 1,5, 1,7, etc. D'accord? Donc les deux sont des fonctions... Ah, c'est pas le bon truc. Mais attendez, où est-ce que je l'ai mis? Ici. Voilà, donc ce sont toutes des fonctions simples. Elles sont dites étagées, si c'est une fonction simple sur un espace mesurable, d'accord? Et donc c'est cette notion-là qu'on va devoir traiter. Quels sont les espaces mesurables? Alors qu'elle est en escalier, si c'est une fonction donc à la fois étagée et au lieu d'être mesurable, c'est seulement sur des intervalles, d'accord? Donc voilà, donc c'est beaucoup plus restreint. Vous voyez que la notion de fonction en escalier est beaucoup plus restrictive. Il y en a beaucoup moins que des fonctions étagées. En fait, les escaliers sont des étagées très très particulières puisque l'ensemble des valeurs hop, voilà, j'y arrive. L'ensemble des valeurs ici, ce sont des intervalles, d'accord? Alors qu'ici, c'est une union d'intervalles complètement différents. Là, ce sont des... Voilà. Bref, on verra ça. Et alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'était que, puisque nous, on veut faire l'intégrale, hein, c'est très simple, hein, vous allez voir. Quand on a des fonctions... Hop, hop, hop. Étagé... escalier, d'accord. Quand on a des fonctions en escalier... Enfin, bon, on va prendre... D'accord, l'intégrale, ça va être... ouais, c'est un peu bizarre leur notation. Bon. Bah, ça va être donc la somme des valeurs que ça prend fois la longueur de l'intervalle, ici. Voilà, c'est son même longueur AN, puisqu'on a fait un découpage de Darboux. D'accord, donc la longueur c'est delta, et donc ça va être delta fois la somme des AI. Vous êtes d'accord? Hop, je reprends mon truc. Delta, c'est cette longueur-là, fois, et puis, bon, alors, le premier rectangle, c'est delta fois f de x0, le deuxième rectangle, c'est delta fois f de x1, d'accord? Donc, voilà, c'était 1, 1,2, etc. Alors que l'intégrale pour les fonctions étagées, d'accord? Si ça, f est une fonction étagée, alors ça va être la somme des AK fois la mesure de l'ensemble AK. Avec AK, hein, ici, cet ensemble-là, il peut être très particulier, quoi, hein, d'accord? Il peut être des intervalles, des unions d'intervalles, ça peut être aussi des unions d'intervalles avec des points singuliers, d'accord? Puisque par exemple, si je prends celui-là et que, pouf, je le fais descendre ici, ce point donc de la fonction, que je la fais descendre ici, d'accord? Au moment où elle prend cette valeur-là, elle va ajouter donc juste ce petit singleton-là, d'accord? Et puis inversement, au moment où elle prendra cette valeur-là, je vais enlever ce singleton de l'intervalle.
Bon, on reverra tout ça, hein. Mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a une grande homogénéité, une grande cohérence entre les deux choses. Par contre, on ne fait pas la somme sur les mêmes fonctions, hein, d'accord? Les premières sont des fonctions en escalier, et les secondes sont des fonctions étagées, et donc il ne faudra pas confondre. Voilà, voilà. Et donc, c'est ça qui va nous demander donc la nouvelle classe de fonctions, c'est-à-dire les fonctions étagées. Qu'est-ce que c'est, comment c'est. Et puis, comme on veut intégrer sur, vous l'avez vu hein, sur le ici, mu de AK. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction, qu'un ensemble, pardon. AK, c'est un ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble mesurable? Comment est-ce qu'on peut le mesurer, d'accord? Et puis, quelle est la structure sur ces fonctions-là? Et donc, ça va décliner en quelle est la structure de l'ensemble des AK. Okay, donc c'est pour ça qu'on va faire en fait beaucoup d'éléments au départ, donc éléments de la théorie de la mesure, où on va s'intéresser beaucoup aux ensembles. D'accord, les fameux ensembles ici, des fonctions étagées, donc les AK. Voilà. Donc le plan du cours schématique, c'est assez simple, hein, c'est très classique. Ensemble de éléments de théorie de la mesure, et plutôt directement mesure de Lebesgue, puis intégrale de Lebesgue et puis les propriétés. Donc là, donc au départ, on va s'intéresser à la théorie des ensembles, de la mesure. Puis là, on va commencer à dire, maintenant, on va intégrer sur ces ensembles-là une fonction. Donc les fonctions mesurables, et puis on va voir les propriétés de l'intégrale de Lebesgue, et puis après les applications. D'accord? Donc le syllabus de la maquette, c'est ceci, c'est la mesure de Lebesgue, seulement ça. Les théorèmes fondamentaux liés à l'intégrale de Lebesgue, d'accord, donc la mesure, après il faut faire l'intégrale quand même, puis donc le lemme de Fatou, c'est le truc, voilà, convergence monotone, convergence dominée, et puis après les applications, donc on verra le produit de convolution, les transformations de Fourier, les espaces L1, L2, etc. Voilà. Alors, comme bibliographie, je vais surtout me baser sur les bibliographies anglo-saxonnes, en fait. Pourquoi? Parce que justement, alors on a peu d'heures par rapport à d'autres cours hein, que vous trouverez sur Internet ou d'autres universités qui font un découpage différent. Donc nous, on a peu d'heures et donc on fait vraiment la mesure de Lebesgue. Okay, alors que souvent, en France, on fait la théorie de la mesure. Une application de cette théorie de la mesure, c'est la mesure de Lebesgue, mais il y en a plein d'autres. Et puis, on fait l'intégrale l'intégrale de fonctions mesurables, et puis parmi celles-ci, il y a l'intégrale des fonctions Lebesgue mesurables. Okay, donc voilà, donc là je vais plutôt prendre des trucs anglo-saxons parce que eux ils font justement la mesure de Lebesgue et l'intégrale de la mesure de Lebesgue. Vous voyez que, donc par exemple si je prends, alors ça sera peut-être le bouquin que je vais le plus suivre, donc Royden Fitzpatrick, voilà donc nombre réel, ensemble, etc. Parce qu'il faut beaucoup parler d'ensemble pour pouvoir faire justement ces fonctions étagées. Puis après, directement, la mesure de Lebesgue, les fonctions Lebesgue mesurables, l'intégrale de fonctions Lebesgue mesurables, d'accord? Hop, voilà. Nous, on s'arrêtera par ici, je pense. Enfin non, il y a aussi les L2, etc. Voilà, mais ils ne font pas voilà, de généralisation trop, alors que si par exemple je vous prends un bouquin en français qui est très très bien, hein, donc Marc Brienne et Gilles Pagès, vous allez voir que, donc alors, ils font des rappels de l'intégrale de Riemann pour dire qu'est-ce qu'il ne va pas, puis après on fait la théorie des cardinaux, des éléments de topologie, puis après on fait la théorie de la mesure, d'accord? Dire, il n'y a pas que la mesure de Lebesgue, il y a toutes les mesures, d'accord? Donc ça, c'est le cours général sur la mesure de Lebesgue, dont une en particulier, c'est la mesure de Lebesgue. Okay, puis après, on voit l'intégrale par rapport à une mesure positive, pas seulement celle de Lebesgue, hein, toutes les mesures positives. Puis on voit, parmi celles-là, il y a quand même la mesure de Lebesgue, hein, on regarde quand même. Voilà, mais ce que je veux vous dire, c'est que en France, c'est très classique, hein, je vous ai mis un second exemple. Donc ça, ce n'est pas un bouquin, c'est un cours que vous pouvez trouver en ligne, hein, qui est très très bien fait, hein, tout est très bon. Celui-là, il est vraiment très bon, ce livre. Mais ça passe toujours pareil, c'est-à-dire que voilà, c'est ensemble mesurable, mesure positive, générique, fonction mesurable, pas seulement Lebesgue, hein, par rapport à d'autres mesures aussi, elles sont mesurables, etc. D'accord? Puis après, vous voyez que c'est très très loin qu'on voit la mesure de Lebesgue, ok, à ce niveau-là. Voilà, donc dans le temps qui nous est imparti, là ils ont beaucoup plus d'heures que nous, dans le temps qui nous est imparti, on n'a pas la possibilité de faire le générique, si vous voulez, avec la mesure en général, et puis un cas particulier, c'est la mesure de Lebesgue. Nous, on fait
déjà la mesure de Lebesgue, puis après on verra s'il est possible de généraliser, etc. Mais donc c'est plutôt l'approche anglo-saxonne que l'approche française, si vous voulez. C'est pour ça que donc dans les bouquins que je vous présente, ils sont très très bons, mais ils ont une approche française, donc la généralité, la théorie, puis une application, c'est la mesure de Lebesgue, alors que nous, ce qu'on veut, c'est plutôt directement la mesure de Lebesgue, au moins on se raccroche à quelque chose qu'on va essayer de comprendre bien, et puis après on généralisera. Je vous parle aussi du Principle of Mathematical Analysis. Donc, pourquoi? Parce que c'est un livre extrêmement connu, donc un auteur aussi très connu, Walter Rudin. Donc il y a 2 bouquins de Rudin qui sont tout le temps cités. Donc il y a celui-là qui est cité dans les anglo-saxons, les américains, ils aiment bien l'appeler le Baby Rudin. Et l'autre c'est Analyse réelle et complexe, d'accord, qui parle aussi beaucoup de théorie de la mesure, etc. Ça commence par là, mais bon, qui est beaucoup plus sec. Hein. Donc, de temps en temps, je réutiliserai un petit peu le principe d'analyse, Principle of Mathematical Analysis. Donc là, c'est un bouquin qui couvre en fait le L1, L2, et à la toute fin, vous voyez que c'est le chapitre 11, hein, il parle de la théorie de Lebesgue. Et pareil, ce qui est intéressant, c'est que il fait la construction de la mesure de Lebesgue avant de parler des espaces mesurables, vous voyez, et des fonctions mesurables génériques, d'accord. Il fait déjà la mesure de Lebesgue. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire de rentrer tout de suite dans la mesure qui nous intéresse, et pas, comme nous on fait traditionnellement en France, l'ensemble des mesures qui existent, puis on en voit une particulière qui est Lebesgue, et on voit comment on intègre ça. Ok, et pour finir, à quoi ça sert ce cours dans votre vie? Bon. Alors, j'ai donné, selon ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez faire les concours de l'enseignement, ou si vous voulez continuer dans un autre type de master. Alors, concours de l'enseignement, donc il y en a 2. Le CAPES, donc sachez qu'à l'INSPE de Martinique, il y a une préparation au CAPES, hein, c'est pour cela que je suis ici initialement. Eh bien, ça ne sert à rien du tout. D'accord, le CAPES, le niveau du CAPES, l'intégrale de Riemann, enfin, il n'y a pas d'intégrale de Lebesgue, il n'y a que de l'intégrale de Riemann, d'accord. Donc, ce sera un cours qui, si vous décrochez complètement, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Pour le CAPES, il n'y a aucune conséquence négative, d'accord. Pour l'agrégation, c'est obligatoire. Parce que l'intégrale dans les écrits de l'agrég, c'est l'intégrale de Lebesgue, voire même les autres types de mesures justement dont on parle ici, donc l'intégrale très générique, hein, d'accord. Mais voilà, pour l'agrégation, il faut absolument savoir ça. Et donc l'agrégation, ça ne se prépare pas en Martinique, ça ne se prépare plus en Guadeloupe non plus. Ils ont arrêté leur master agrégation. Donc il faudra aller dans une université, voilà. Et sachez que c'est vraiment très très difficile et que contrairement à ce que je disais il y a 10 ans ou 15 ans quand je suis arrivé, ça vaut pas le coup, en fait, maintenant, je trouve, de passer l'agrég, parce que le différentiel de niveau est complètement délirant, alors que le différentiel de salaire n'est pas complètement délirant, quoi, si vous voulez. Donc, on fait le CAPES tout tranquille, on a le salaire tout de suite, alors qu'on risque de rater l'agrégation, et on a un super niveau, etc. Bon, ça vaut plus le coup, quoi. Maintenant, si vous voulez continuer vos études, ce que je vous encourage, c'est vers les masters plus mathématiques fondamentales, mathématiques appliquées, etc. Donc pas dans l'enseignement, mais dans pour autre chose. Donc je vais distinguer mathématiques fondamentales et mathématiques appliquées. Alors, c'est très schématique, il faut voir au cas par cas. Mathématiques fondamentales, si vous faites de l'algèbre, évidemment, si vous faites de l'algèbre, il n'y a pas grand-chose de théorie de la mesure ou autre, d'accord, c'est bof, ça sert pas à grand chose. Alors, ça sert un peu, mais pas énorme. Alors, après, il faut voir dans le détail, parce que il y a quand même des trucs en algèbre, par exemple théorie des nombres, etc., où on utilise aussi de l'analyse, etc. Bon. Si vous faites de l'analyse, évidemment, si vous faites de l'analyse maths fondamentale version analyse, évidemment, c'est un incontournable, d'accord? Ok, donc là, pour l'algèbre, c'est pas nécessaire, mais c'est pas non plus complètement hors sujet, parce que toutes les parties de mesure, théorie des ensembles, etc., ça va servir. Il y a beaucoup de structures, en fait, qui sont des structures algébriques, vous verrez, quand on va parler des structures, au départ, des ensembles tribus, etc., en fait, c'est de l'algèbre, théorie des ensembles, mais de l'algèbre. Puis si vous faites des maths appliquées,
Alors, bah, soit vous faites des trucs du style, alors c'est aussi schématique, hein, c'est pas aussi séparé que ça, mais soit vous faites des probabilités, et ben là, c'est obligatoire aussi. Hop là. Parce que, ouais, oui. J'ai le micro juste entre moi et le clavier, donc c'est pour ça que j'écris n'importe comment. C'est obligatoire parce que tout livre de probabilité du supérieur, enfin du cycle master, commence par voilà, l'intégrale, c'est l'intégrale de Lebesgue et pas celle de Riemann, hein. Voilà, donc. Et sinon, c'est analyse numérique, où là, bah, c'est pareil, c'est un peu bof-bof. Vous allez avoir des trucs du style différence éléments finis, etc. Donc, ce sera beaucoup moins utile là-dedans. Ok, donc voilà, très schématiquement, pour vous orienter, savoir un petit peu à quoi est-ce que cela va servir dans la suite. Ok. Et ben voilà, et ben écoutez, j'espère que vous avez une idée un petit peu plus claire de de sur quoi va porter ce cours. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le cours peut-être lui-même. Merci.